Oui, enfin, comme les tiens, ma chérie. Garnier Nutrice. Des cheveux nourris, une couleur plus belle. Garnier. Oh, quelle santé! Eh oui, tous les matins je bois Prime Vert, sans cholestérol et riche en oméga 3 qui participent au bon fonctionnement cardiovasculaire. Prime Vert au rayon lait. Ça regarde que nous et personne d'autre. Le secret de Brokeback Mountain en DVD. Fleury Michon, le premier jambon sans conservateur, le meilleur du jambon. Jambon sans conservateur Fleury Michon. Elle est pas belle la vie? Tu sais, j'ai un secret. Chut, regarde. Depuis des siècles, Jouvence de la Bessouri sélectionne le meilleur de la nature pour les jambes lourdes. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Jouvence de la Bessouri, l'efficacité des plantes pour une bonne circulation. Médicament réservé à l'adulte. Retrouvez Thalassa sur France 3 avec Éléphant Bleu. Aux confins de l'Arctique, sous le cercle polaire, c'est la mer Blanche, dernier volet de notre série exceptionnelle Couleurs de mer. Entre crise économique et amour du pays, les riverains de la mer Blanche racontent leur mer. À Arkhangelsk, les amoureux du froid se baignent en pleine glace. Dans l'archipel Solovki, les saisonniers récoltent les algues et les touristes visitent le monastère qui abrita le premier goulag soviétique. À Nelmogouba, Masha et Misha vivent en pleine nature dans un village déserté. À côté, un homme d'affaires venu de Moscou inaugure le premier centre de plongée sous la glace. Couleurs de mer, en mer Blanche, c'est demain à 20h55 dans Thalassa, sur France 3. Bonsoir et bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de cette édition. Il avait réalisé des comédies de légende, La Grande Vadrouille, Le Cornio, Rabbi Jacob, des succès qui ont marqué l'histoire du cinéma français. Gérard Houry est mort aujourd'hui, il avait 87 ans. Le conflit entre le Liban et Israël s'installe dans la durée, 9e jour de bombardement. 4 soldats israéliens ont trouvé la mort. Les évacuations des ressortissants se poursuivent. La crise humanitaire s'aggrave. Sans détour, nous recevrons Frédéric Joly, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. En France, après un bref répit, la canicule revient. Le niveau 2 du plan canicule est maintenu dans 30 départements. Reportage dans les services d'urgence des hôpitaux des Sables-d'Olonne et de Besançon. Muriel Hermine, l'ancienne championne de natation synchronisée, s'est reconvertie dans le spectacle. Elle met en scène des jeunes des quartiers difficiles. Il a signé les plus grands succès du cinéma français, La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob ou encore Le Cornio. Le cinéaste Gérard Houry est mort à l'âge de 87 ans. Beaucoup de scènes de ses films appartiennent presque à nos vies. Il savait faire rire sur des sujets graves comme le nazisme ou l'antisémitisme. Il avait eu le génie de former le couple inédit Louis de Funès et Bourvil. Gérard Houry fait partie de ces hommes qui ont eu une belle vie, une vie que nous retrace Sabine Gorny. Un gag inusable et un tandem de comiques inoubliable. Le gentil naïf Bourvil face au roublard colérique Louis de Funès. Avec Le Cornio, la France de 1964 éclate de rire et Gérard Houry devient pour 2 décennies le roi de la comédie. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. 2 ans plus tard, mêmes acteurs, même triomphe. En tout cas, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Pour La Grande Vadrouille, satire irrésistible du Paris occupé, 17 millions d'entrées, un record. Pendant 30 ans, le plus gros succès du cinéma français. C'était des films, des comédies légères, quoi, c'était bien. C'était sympa. On partageait ça tous ensemble, quoi, une sorte de, je sais pas, de jubilation intergénérationnelle. On zappe pas quand il y a un Gérard Houry qui passe à la télé. C'est distrayant, sans être très intellectuel, mais ça détend. Faire rire ses contemporains, les rendre heureux, leur faire oublier leurs soucis, c'est comme le dit Marcel Pagnol, c'est quand même un sacré truc. Hein. Le rire, un accident pourtant dans la carrière de cet élève doué du cours Simon et du conservatoire, comédien dans une 60aine de pièces et une 20aine de films noirs, avant de passer à la réalisation. En 58, il collabore au scénario du Miroir à 2 faces d'André Cayatte.
Sur le tournage, il rencontre Michel Morgan, dont il partageait la vie depuis 48 ans. C'est De Funès qui le pousse au comique. Le Cornio, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, des succès basés sur de grands numéros d'acteurs et des gags à répétition. C'est l'avènement du cinéma de divertissement. Envie de vivre, envie de rire, envie de... le sentiment un peu d'exister à travers des comédies époustouflantes de vie, de passion. Il s'était donné pour mission de faire rire avec les mots de son temps. La vieillesse, l'avarice ou encore l'intolérance et le racisme, comme ici, dans Rabbi Jacob. Juif, il avait dû quitter la France devant l'occupant allemand. L'expérience l'avait marqué, comme elle marquera plus tard sa pellicule. C'était pas un rire banal, un rire de petite qualité. C'était pas un petit rire franchouillard. Ça s'appuie sur de la psychologie, ça s'appuie sur des situations cocasses, mais très humaines. Après le duo Bourvil-De Funès, le show Belmondo, son acteur fétiche dans Le Cerveau, L'As des As. Bébel 30 ans plus tard, l'ami fidèle, quand Gérard Houry entre à l'Académie des Beaux-Arts et devient donc immortel. Immortel, comme le rire de ses copains, fixé à jamais par la pellicule. Éternel, comme le plaisir suscité par une filmographie exceptionnelle. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Le conflit entre le Liban et Israël s'installe dans la durée. 9e jour de bombardement qui à nouveau s'intensifie ce soir. Tôt ce matin, c'est un déluge de bombes qui s'est abattu dans le sud de Beyrouth. Image de désolation et de destruction. Un pays qui revit le cauchemar de ces années de guerre et qu'il pensait sans doute ne jamais revivre. Ce soir, le chef, on vient de l'apprendre, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré que les 2 soldats israéliens capturés à la frontière ne seraient libérés que dans le cadre d'un échange de prisonniers. L'évacuation d'étrangers se poursuit. Les Marines ont fait leur retour au Liban pour la première fois depuis plus de 20 ans. Ils ont débarqué ce matin sur une plage des environs de Beyrouth et ont transféré plus de 1000 ressortissants américains à Chypre afin de les protéger des bombardements. Quant aux Français, sur les 8000 qui ont demandé à quitter le pays, 2000 sont déjà partis. Alors qu'ils soient libanais ou étrangers, tous veulent fuir l'enfer des bombardements. Les Nations Unies ont lancé un cri d'alarme sur la situation humanitaire qualifiée de catastrophique. 500 000 personnes sont déplacées par les combats. Ce soir, le Premier ministre israélien Ehud Olmert a donné son accord pour favoriser la création d'un corridor humanitaire entre le Liban et Chypre. Christophe Nardini. Ce sont probablement les dernières voitures à fuir la ville. Sur le toit, des drapeaux blancs. Maigre protection contre d'éventuels tirs de l'aviation israélienne. D'autres véhicules n'ont pas eu cette chance. Sur une des artères de la ville, un immense cratère permet de mesurer l'intensité des bombardements. Dans les rues, pas âme qui vive. Une ville fantôme. La plupart des habitants du sud du Liban ont fui. Des rues vides qui contrastent avec l'activité du côté de la frontière libano-syrienne. Dans des voitures surchargées, 440 000 Libanais ont déjà quitté le pays. Malgré les longues heures d'attente, il faut fuir à tout prix pour se mettre à l'abri. Nous habitions la plaine de la Bekaa. Il y a eu beaucoup de bombardements sur toute la zone où nous vivions. On a entendu beaucoup d'explosions, c'était très effrayant. D'autres familles n'ont pas pu quitter le pays. Elles trouvent refuge dans des jardins publics. Campements de fortune en plein air, loin des immeubles qui pourraient être la cible de bombardements. Une vie précaire. Sans un sou, ces Libanais déplacés dépendent uniquement de l'aide humanitaire. Je vous jure qu'on ne veut rien d'autre que ce qui est bon. Regardez mon bébé, il n'y a plus de lait, plus de pain. Un simple morceau de pain coûte près de 3 €. C'est un crime. Nous ne voulons pas de cette guerre. À Beyrouth, voici un des rares centres hospitaliers en activité. Une urgence toutes les 10 minutes. Des blessés, mais aussi beaucoup d'enfants qui souffrent de malnutrition. Comme le fils d'Asna, qui a perdu connaissance. Moi j'habite dans le quartier du Hezbollah. J'ai préféré venir dans cet hôpital car là-bas c'est impossible. On est encerclés et bombardés. À Nabatieh, les familles sont regroupées dans ce qu'on considère comme des endroits sûrs. Les écoles se transforment alors en abris. Pour les enfants, l'heure serait presque à l'insouciance, mais pas pour les parents.
Le docteur, lui, tente de soigner avec les moyens du bord. La situation n'est pas facile, c'est même très difficile. Nous manquons de tout, nous n'avons plus de médicaments. Des conditions de vie de plus en plus précaires pour ces familles. Sur les 500 000 Libanais réfugiés dans leur propre pays, un tiers sont des enfants. Sans détour, nous recevons Frédéric Joly, porte-parole du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Bonsoir. Alors, on vient de le voir sur ces images, la situation est catastrophique. Quelle est réellement la première urgence pour ce pays? Je crois que la première urgence, c'est ce qu'on a vu dans le sujet, c'est, je crois, la problématique touchant tous les malades et tous les blessés des différents bombardements. Et essentiellement sur les évacuations sanitaires de ces personnes, la gestion des hôpitaux, la possibilité pour les hôpitaux d'avoir du fioul ou de l'électricité, la possibilité de pouvoir alimenter, de pouvoir réapprovisionner les stocks de médicaments. La première urgence, elle est véritablement médicale. Et le premier problème, c'est l'accès aux blessés. Et ça, c'est compliqué puisque les routes et les ponts ont été bombardés. Il est clair qu'avec les destructions des routes, des ponts, l'accès est extrêmement difficile, la sécurité est extrêmement difficile parce qu'on est aussi en zone de combat et que les ambulances prennent également des risques pour essayer de transporter des blessés. Bref, toute la situation est paralysée en raison de l'exode massif de population, mais également en raison des destructions. Oui, alors il y a deux aspects dans ce conflit. Il y a l'accès aux blessés, on vient d'en parler, et la gestion de ces déplacés qui arrivent donc du sud Liban. Comment vous gérez cette situation-là précisément? Je crois qu'aujourd'hui, tous les acteurs humanitaires présents sur place, que ce soit les agences des Nations Unies, que ce soit les ONG, que ce soit le Comité international de la Croix-Rouge, que ce soit la Croix-Rouge libanaise, sont véritablement en phase de monter en puissance pour faire face à la brutale situation qui se présente aujourd'hui. Il faut espérer qu'il y ait une véritable coordination qui se mette en place afin de pouvoir effectivement absorber tous ces déplacés et apporter la réponse humanitaire la plus adéquate possible. Alors c'était une proposition de Jacques Chirac, les corridors humanitaires. Ce soir, le Premier ministre israélien Ehud Olmert a donné son accord pour un corridor humanitaire entre le Liban et Chypre. C'est pour vous une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle, mais pour le CICR, ce qui est important, c'est que l'accès soit donné à toutes les personnes victimes de ce conflit, que l'on puisse aller au plus près de notre propre initiative dans toutes les zones où se retrouvent concentrées les différentes personnes touchées directement par le conflit. Donc c'est véritablement l'accès que l'on souhaite, conformément au droit international humanitaire, qui oblige tous les belligérants, tous ceux qui se battent, à laisser l'accès au CICR, mais aussi à tous les acteurs humanitaires qui peuvent apporter une réponse efficace aux populations. Alors vous, le CICR, vous êtes garant des conventions humanitaires. Qu'est-ce que vous exigez aujourd'hui pour les civils? Le CICR est gardien des conventions de Genève et nous n'exigeons rien, nous demandons uniquement que le droit soit respecté et que tous les belligérants, que ce soit le Hezbollah mais que ce soit également les forces israéliennes, ont interdiction absolue de s'attaquer aux civils. C'est ce qui est codifié par les conventions de Genève qui se fondent sur un principe de distinction entre ceux qui se battent pas, les civils, et ceux qui se battent. Il faut systématiquement que tous ceux qui se battent fassent la distinction entre les non-combattants et les combattants. Et aujourd'hui, nous demandons, nous rappelons, nous l'avons déjà rappelé, nous sommes en contact avec le Hezbollah, avec les autorités israéliennes, pour leur rappeler leur obligation au regard du droit international humanitaire de faire la distinction entre civils. Et que donnent ces contacts? Qu'est-ce qu'ils disent? Et bien, ce qu'ils disent très clairement, que si on veut se conformer au droit international humanitaire, il est interdit de s'attaquer aux civils. Voilà ce que dit le droit, et il est fait obligation à ceux qui se battent de respecter ce principe fondamental. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que Israël et le Hezbollah enfreignent les conventions de Genève? Il ne nous appartient pas, nous, de juger. Ce que l'on peut dire, c'est que, compte tenu des destructions, compte tenu du nombre de morts, que ce soit côté libanais, qui est extrêmement important, mais également côté israélien, je crois que cela suffit pour comprendre que ceci n'est pas conforme au droit international humanitaire qui prévoit notamment l'obligation d'épargner les civils et tous les biens, toutes les infrastructures essentielles à la survie des civils dans une situation de guerre. Merci Frédéric Joly d'avoir été notre invité. Merci. Ce matin, 4 soldats israéliens sont morts et 8 autres blessés dans des accrochages avec le Hezbollah au sud du Liban. Une de nos équipes a pu se rapprocher de la ligne de front auprès de Tsahal, l'armée israélienne. C'est un reportage de Memona Interman, Christian Walter et Michel Bernasconi. Ce matin, nous entrons dans la zone de guerre dans le nord d'Israël. Le son du canon se rapproche. Au 9e jour du conflit, les renforts s'amassent en Galilée. Si nécessaire, une opération terrestre de grande envergure au Liban sera entreprise. Cet avertissement du ministre de la Défense se constate sur le terrain.
Ici, des officiers nous ordonnent de faire demi-tour. De toute évidence, des commandos s'apprêtent à passer de l'autre côté de la frontière. Et de violents combats se sont produits ce matin avec le Hezbollah derrière les collines. Un peu plus loin, une position d'artillerie au milieu des vergers. Ceux qui lancent les obus sortent à peine de l'adolescence. En principe, ils n'ont pas le droit de décrire leurs états d'âme. À 18-20 ans, ils font la guerre, la tête pleine de rêves encore. J'ai envie que tout ça se termine. Après, je prendrai 4 mois de congé, je rentrerai à la maison. Et puis, j'irai loin, peut-être en Australie. Vous êtes amoureuse? Une nouvelle génération dans la guerre. Certains avouent à demi-mot qu'ils ont peur de mourir. En arrivant ici il y a quelques heures, une roquette Katyusha est tombée près de nous. Je me suis jeté par terre. Sur les pierres, j'ai pensé à ma femme et à mes enfants. Face au Hezbollah, ils affirment que cette guerre est fondée sur un enjeu fondamental. Le Hezbollah veut la terre d'Israël. Cette guerre que nous sommes imposés aujourd'hui par le Hezbollah, c'est ça, ils veulent la terre d'Israël. Nous sommes en train de nous battre, de nous défendre encore une fois pour que la terre d'Israël reste à Israël. Elle le restera. Avec un risque, un conflit en longueur. Cette campagne peut être une campagne très longue. Très longue. Il y a le danger que le Hezbollah veuille la transformer en guerre d'usure contre Israël. Pour l'instant, ils se sentent appuyés par un consensus qui traverse toute l'opinion israélienne. Les Israéliens profitent donc du feu vert des États-Unis et d'autres, y compris de certains pays arabes. Mais ils le savent et le disent, il ne faudrait pas que le conflit se prolonge trop longtemps, car sinon, la supériorité de leur armée pourrait ne pas suffire à leur assurer une victoire complète, en particulier à cause des images de civils libanais sous les bombes. À l'issue d'une réunion au Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, a annoncé qu'il partait dès ce soir pour le Proche-Orient, notamment en Israël et au Liban. Il s'était déjà rendu lundi à Beyrouth en compagnie de Dominique de Villepin. Quant à Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, il appelle à un cessez-le-feu et à la libération des soldats israéliens. La canicule fait de la résistance. Après un court répit, la chaleur va repartir de plus belle. Dans les hôpitaux, les services d'urgence ne chôment pas. Pas d'affolement, mais une forte activité. Exemple au Sables-d'Olonne et à Besançon, Didier Brignan. Au service des urgences de Besançon, une dame de 88 ans vient d'arriver, accompagnée par sa fille. Depuis plusieurs jours, elle souffre de la chaleur. Ma mère a des maux de tête avec quelques vertiges par moment, une grande faiblesse, surtout le matin, et des sensations de forte chaleur également par moment. Depuis le début de la semaine, l'activité est en augmentation dans cet hôpital. Et si la hausse des températures continue, le plan canicule pourrait être activé dans les prochains jours. À l'hôpital des Sables-d'Olonne, déjà très fréquenté l'été par les touristes, l'effet canicule n'arrange rien. 2 à 4 heures d'attente aujourd'hui. Beaucoup de patients victimes de coups de chaud et de déshydratation. On peut constater quand même, disons, un surplus d'activité lié à peu près à 10%. Alors déjà, notre activité est très très soutenue, et c'est vrai que l'effet canicule, ce que l'on a connu classiquement en 2003, et bien en 2006, on a l'impression d'un bis repetita. Pas de système de climatisation dans l'hôpital, alors on s'organise avec les moyens du bord. Ventilateurs, brumisateurs, les patients comme le personnel souffrent de la chaleur. On aménage tant que possible des pauses avec douche, on leur donne des vaporisateurs, on permet des changements de tenue plus fréquents. Là aussi on adapte, mais on sent une fatigue qui commence à s'installer. Météo France a placé 24 départements de l'Est en vigilance orange. Les fortes chaleurs devraient perdurer jusqu'en début de semaine prochaine. Le groupe Air France KLM a été mis en examen cet après-midi pour complicité d'abus de biens sociaux et travail dissimulé. La justice enquête sur un sous-traitant d'Air France chargé d'assurer la sécurité à bord des avions. Cette société n'aurait pas payé ses charges sociales. La justice soupçonne Air France de l'avoir su et d'en avoir profité, ce que la compagnie conteste ce soir. La FIFA a mis un terme à la polémique sans vraiment trancher après le coup de tête le plus médiatique du siècle. La Fédération internationale de football inflige 3 matchs de suspension à Zinedine Zidane, transformés en 3 jours de travaux d'intérêt général, et 2 matchs pour l'Italien Materazzi.
Elle a un profil de sirène. Vous n'avez sans doute pas oublié Muriel Hermine, la sculpturale championne de natation synchronisée. Depuis quelques années, la nageuse s'est reconvertie dans le spectacle. Des musiciens gospel et des enfants venus des quartiers difficiles figurent parmi la troupe. Reportage Linda Bellawes et Jean-Bernard Ayer. Ils ont entre 10 et 16 ans. Ils sont issus des quartiers défavorisés d'Angoulême et de la banlieue parisienne. Et aujourd'hui, ils sont sur scène dans un spectacle gospel imaginé par Muriel Hermine. Mais avant d'en arriver là, il leur a fallu travailler et répéter avec les professionnels de la troupe. C'est bon, Sarah? Rentrez chez vous les gros. Voilà, par exemple, très bien. Vous avez vu son corps en plus que ça a donné entre rentrez chez vous les gros, rentrez chez vous les gros, il y a une agressivité. Pour Muriel Hermine, la musique, la danse et le chant vont redonner confiance à ces jeunes. C'est un outil fantastique qui intéresse les jeunes. En l'utilisant, on doit pouvoir changer ces jeunes d'abord à travers leur quotidien et en plus le regard que les autres portent sur eux. La scène comme catalyseur pour éveiller le sens du partage et du respect des autres chez ces adolescents. Ils ont énormément d'énergie, mais il faut les cadrer. Donc ça part un petit peu dans tous les sens. Donc c'est à nous, c'est un peu le principe des arts martiaux, de pouvoir un peu canaliser leur énergie, surplus d'énergie, quoi. Tu fais confiance aux gens qui t'entourent, c'est normal. Tu sais, et là, en l'occurrence, ça a marché. Dans les coulisses, la petite troupe se prépare avec fébrilité et sérieux. Avec ce spectacle, chacun de ces artistes d'un soir a compris l'importance du message. Ça parle de l'intolérance et de la tolérance. Et c'est pour ouvrir les yeux. C'est bien. Ce spectacle, interprété par des professionnels, accueille des groupes d'enfants différents chaque semaine. Le Tour de France avec le formidable exploit de l'Américain Floyd Landis, c'est la photo du jour. La fierté américaine, toute bannière dehors. Belle revanche pour l'Américain qui a été victime hier d'une terrible défaillance. Il s'est replacé dans la course à la victoire finale en remportant la dernière étape des Alpes à Morzine avec plus de 5 minutes d'avance sur ses principaux concurrents. C'est une photo AFP signée Frank Fife. Romanzo Criminal, vous avez peut-être vu le film, sorti il y a quelques mois, qui raconte l'univers glauque des mauvais garçons, affreux, sales et méchants, qui décident de mettre Rome en coupe réglée dans la fin des années 70. Un petit rappel en images. Cet argent, c'est pour quoi faire? C'est pour pouvoir nous payer ce qui nous fait vraiment envie. Qu'est-ce qui nous fait vraiment envie? Rome. Alors Romanzo Criminal, c'est d'abord un livre avant d'être un film. C'est le choix de Soir 3, c'est un pavé truculent du roman noir qui nous plonge dans le monde de la mafia romaine, la loge P2 et l'assassinat d'Aldo Moro. Un roman signé Giancarlo De Cartallo, juge italien à la cour d'assises de Rome aux éditions Métaillé. On passe à la revue de presse. Un sondage à la une de la Croix révèle que 7 Français sur 10 se prononcent pour l'envoi d'une force de stabilisation au Liban. Ils sont même une majorité à souhaiter que la France y participe. L'hommage à Gérard Houry avec Le Parisien, en photo ici avec Louis de Funès. Le quotidien rappelle qu'il était las du comique. Gérard Houry a toujours réuni toutes les générations et tous les groupes sociaux sous la bannière du rire et de l'émotion. La Voix du Nord revient sur la mini-tornade qui a eu lieu mercredi soir à Palluel, dans le Pas-de-Calais, causant de gros dégâts matériels. Enfin, les médecins accoucheurs libéraux à nouveau sur le devant de la scène à la une des Échos. Ils rejoindront lundi la grève des chirurgiens. Ils réclament une réduction de 20% de leur prime d'assurance 2007. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info le 12-13, Francis Letellier. Le 19-20, c'est avec Christophe Poulain. Demain soir, c'est Magali Forestier qui vous informera. Et France 3 poursuit l'hommage à Gérard Houry avec Le Miroir à deux faces, un film dans lequel joue le réalisateur qui vient de mourir à l'âge de 87 ans. Excellente fin de soirée. Bonsoir, je vous retrouve lundi.
Les Jeux de l'amour et du miroir. Gérard Houry, Michel Morgan, Bourvil, tout de suite sur France 3. RTL2, entrée dans le son pop rock avec Pink Floyd, Pulse. Le concert mythique Dark Side of the Moon, remasterisé en son 5.1, enfin en double DVD. Plus de 4 heures de programme et des images inédites. Pink Floyd, le DVD Pulse. Également disponible, toute la discographie à prix spécial. Oh, quelle santé! Eh oui, tous les matins je bois Prime Vert, sans cholestérol et riche en oméga 3 qui participe au bon fonctionnement cardiovasculaire. Prime Vert au rayon lait. Et si le vrai luxe, c'était l'espace? Nouvel espace, élu monospace haut de gamme de l'année 2006. Pour éviter un problème de fosse septique, ayez le réflexe Éparsil. 35 ans de recherche et d'innovation. Éparsil, tranquille. Attention, votre vision peut baisser. C'est prouvé. Vous êtes 8 sur 10 à porter des lunettes sales. Et vous pouvez perdre jusqu'à 2/10 de vision. Grâce au linget de vue, vos lunettes sont impeccables et vous retrouvez une vision parfaite. Avec Vue, vos lunettes 100% efficaces. Vue. Sonia, comment faites-vous pour rester mince? Moi, c'est fromage à chaque repas avec Brie Delight. 5% de matière grasse, il n'y a pas plus léger. Et c'est un pur plaisir. Brie Delight, allez-y, c'est permis. Et découvrez le nouveau fromage extra léger Brie Delight. C'est un grand jour dans l'histoire du lave-vaisselle. Cet homme a mis fin au prélavage. Un rêve enfin devenu réalité. Adieu la corvée du prélavage. Avec les nouvelles tablettes Sun 5 en 1 Extra Power, les plats les plus incrustés vont directement en machine et sortent parfaitement propres. Nouveau Sun 5 en 1 Extra Power, la performance imbattable. Et pour neutraliser les mauvaises odeurs, nous avons créé le nouveau Sun Neutraliseur. Un événement France Télévisions. Faut pas rester chômeur. Non, faut réformer. Nous construirons le changement. Nationaliser, prôner la rigueur. Le plus important, c'est le SMIC. Abolir la peine de mort, se faire des potes. S'il vous plaît, monsieur, dégagez. Fonder les restos du cœur. Pour les 3 tonnes de choucroute, c'est d'accord. Faire de l'argent. C'est le challenge. Ce n'est pas ainsi qu'on va construire l'avenir de la France. Rassurez-vous, cela n'est pas vrai. Démocratiser la télé, libérer la radio et chanter, 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 chanter. Ah, les années 80. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Graffiti 80, 4 volets dès samedi 29 juillet à 20h40 sur France 5. France 5, une chaîne du groupe France Télévisions. France 3, avec Monsieur Bricolage, vous donne rendez-vous. J'ai le feu vert de la métropole. L'opération commencera par un foyer dans la Creuse. On les arrache à leur île, à leurs parents, à leurs racines. Vous n'avez pas le droit! Pour repeupler la campagne française. Isidore ne veut pas quitter sa sœur. Ma petite mamie Louise vient vite nous chercher avant qu'on nous donne à des gens qu'on ne connaît pas. Ce sera plus facile pour eux de s'adapter s'ils sont seuls. Isidore, je te présente Monsieur Bardou. Tu vas quitter le foyer et habiter chez lui. Mais ma sœur, je peux pas la laisser ici. Leur amour fraternel, c'est tout ce qu'il leur reste. Qu'est-ce qu'il y a, t'as pas faim? Elle a disparu. Pour rester ensemble, ils renverseront les montagnes. Vous savez ce qu'on en fait des enfants qui fuguent? Vos règles sont idiotes. Mais ces gamins ont leur vie saccagée par la routine administrative. On leur a tout pris, pourquoi veut-on aussi les séparer? Samedi à 20h55 sur France 3. En
En hommage à Gérard Houry, disparu aujourd'hui, France 3 bouleverse ses programmes et vous propose tout de suite Le Miroir à deux faces, un de ses rôles les plus célèbres.